Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver comme chaque année pour vivre ensemble les commémorations du 8 mai 1945. Image ici en direct de l'Arc de Triomphe à Paris où le président de la République Emmanuel Macron ravivera tout à l'heure la flamme du soldat inconnu. Il y a tout juste 81 ans, l'Allemagne nazie signait donc la capitulation sans condition. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et depuis c'est évidemment une journée de commémoration partout en France. On en parlera comme à chaque fois toute la matinée. On va d'abord retrouver Cyril Adrien Salmon qui est à l'Arc de Triomphe. Bonjour à vous Cyril. Les invités commencent à arriver. Quel est le programme de cette matinée de commémoration ? Le point d'orgue, vous le savez, c'est comme chaque année le ravivage de la flamme ici sous l'Arc de Triomphe où nous nous trouvons, sous cet immense drapeau français qui flotte. Le président de la République qui présidera donc cette cérémonie entouré de membres des anciens combattants, des associations. Vous devez peut-être les deviner derrière moi, les orphelins des troupes de montagne également qui ont participé tout à l'heure au dépôt d'une gerbe. Le président de la République qui sera accueilli tout à l'heure alors que vous devez deviner derrière moi les micros qui ont servi tout à l'heure au cœur de l'armée française pour les préparations pour la Marseillaise qu'ils entendront tout à l'heure. Les premiers invités qui arrivent, vous avez derrière moi les tribunes de presse, les tribunes des officiels avec les membres du gouvernement, du Conseil constitutionnel, des lycéens également de Bourg-en-Bresse pour la mémoire. Le président de la République qui, comme le veut la tradition, viendra par les Champs-Élysées, remontera, sera accueilli par le chef d'état-major des armées pour une revue des troupes. 8 mai particulier pour le président de la République cette année puisque c'est le dernier qu'il préside avant l'élection présidentielle. Tout ceci dans un contexte international extrêmement tendu, vous le savez, entre la guerre en Ukraine, d'ailleurs une délégation ukrainienne est là, ou encore le conflit au Moyen-Orient. Oui, on évoquera toutes ces problématiques évidemment ce matin. Merci. À tout à l'heure Cyril. Météo impeccable aussi. Vous voyez que le soleil est au rendez-vous. Grand ciel bleu dans Paris au-dessus de l'Arc de Triomphe. On va retrouver Gianne Benzina. Vous êtes, Gianne, devant la statue du général de Gaulle, en bas des Champs-Élysées. Car c'est ici que le président se rendra tout à l'heure, juste avant la cérémonie de l'Arc de Triomphe. Absolument, Julien. Ce sont les derniers réglages que vous apercevez jusque derrière moi. On a sorti le mètre à ruban pour que tout ici soit au cordeau millimétré parce que c'est traditionnellement ici, vous l'avez dit, qu'a toujours lieu la première étape symbolique de ces cérémonies de commémoration. Et elle a lieu sous cette grande statue du général de Gaulle, iconique, emblématique, cette grande statue en bronze de 6 mètres. Elle incarne vraiment tout l'allant, tout l'esprit du général en mouvement. Et c'est au pied de cette statue du chef de la France libre que traditionnellement le président de la République va venir déposer une gerbe et il y aura un premier temps mémoriel ici puisqu'on va entendre la sonnerie aux morts qui sera jouée par la musique de la garde républicaine. C'est un symbole national de recueillement. Il sera suivi d'1 minute de silence observé ici par tous les officiels autour du président de la République et puis la Marseillaise et enfin, comme là encore le veut la tradition, le président de la République prendra le temps de saluer, d'échanger avec la famille du général de Gaulle. Et puis, ce sera la suite de la cérémonie, direction les Champs-Élysées vers les Invalides. Merci Gianne, on vous retrouve évidemment tout à l'heure. Annette Viviorca est à mes côtés pour commenter cette cérémonie. Bonjour à vous, vous êtes historienne, auteur du livre Le procès de Nuremberg dont on va largement parler ce matin puisque ce procès du siècle, c'était il y a maintenant 80 ans, il s'est ouvert je crois le 20 novembre 1945 et le verdict sera rendu le 1er octobre 1946. On en parlera avec vous tout à l'heure, juste avant le début des commémorations. Frédéric Naudufour est également avec nous, comme chaque année. Bonjour Frédéric, ravi de vous retrouver. Vous êtes historienne et grande spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Le lieutenant-colonel Lindsay est également à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes désormais notre consultant militaire sur France Télé et vous êtes officier dans l'armée de l'air et de l'espace. Et puis Nathalie Saint-Cric. Bonjour Nathalie. Merci d'être là, éditorialiste France Télévisions. On évoquera évidemment avec vous le contexte politique si particulier et le contexte international. On en profite pour saluer nos amis qui nous regardent un peu partout dans le monde, les téléspectateurs de TV5 Monde qui nous suivent pour ces cérémonies, de plus en plus nombreux, me dit-on, chaque année. Ces images, d'abord, pour commencer, des images restées dans l'histoire, la liesse, la ferveur, l'explosion de joie. Le 8 mai 1945, on est ici dans les rues de Paris, ce sont les rares images en couleur que l'on a de cette journée du 8 mai. La capitale fête la victoire, des milliers de Français descendent pour se rassembler et célébrer la fin des combats après 6 années de guerre qui ont laissé le pays
exsangue. On n'a pas le son, mais les cloches à l'époque de Notre-Dame de Paris sonnent et une manifestation patriotique a lieu sous l'Arc de Triomphe. Quelques heures avant, eh bien, c'est la reddition de l'Allemagne nazie qui a été actée le 7 mai à Reims dans un ancien collège. La signature a lieu à 2h41 précisément dans la salle des cartes. C'est une capitulation sans condition, c'est le principe de la capitulation, qui sera ensuite signée à Berlin. C'est cette date du 8 mai qui restera dans l'histoire. Frédéric, peut-être un mot de commentaire sur ces images qu'on revoit chaque année, des images vraiment restées dans l'histoire 81 ans après cette signature. Oui, il y a une sorte de contraste entre ces images qui sont historiques, qui marquent vraiment la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moins en Europe, et puis la modestie complète du lieu où ça se passe. On est dans la salle d'un collège, dans les meubles du collège, et on a ces grands généraux qui sont là pour un moment historique. Et aujourd'hui, ce lieu est un lieu de mémoire que l'on peut visiter, qui a été entièrement rénové, qui a été inauguré d'ailleurs hier par notre ministre des Armées, parce que c'est un lieu qui fait date et qu'il importe de rappeler, même si, on le sait, ça n'est pas la date du 7 mai qui a été retenue, puisqu'il y a eu une nouvelle signature à la demande de Staline. Absolument. Le lendemain à Berlin. Et on va justement regarder, c'est la magie du direct, retrouver Lionel Feuerstein qui est à Berlin. Bonjour à vous Lionel, vous êtes justement à l'endroit même où a été signée cette capitulation il y a 81 ans. Racontez-nous cette deuxième signature. Qui était présent ? Alors Julien, effectivement, vous l'avez dit, on se trouve dans cette salle où a été signée la capitulation allemande dans la nuit du 8 mai 1945. Une salle qui était autrefois un mess d'officiers de la Wehrmacht et qui est devenue depuis 1967 un musée. Alors, vous le voyez, autour de cette table, il y avait les 4 puissances victorieuses. Il y a encore les drapeaux qui sont accrochés au mur. Pour la petite anecdote, le drapeau français n'y était pas. Il a fallu le mettre au dernier instant. Le général de Gaulle avait envoyé sur place à Berlin le général Delattre de Tassigny comme simple témoin. Face à lui, face à eux, il y avait le maréchal Keitel qui était assis ici, entouré d'officiers allemands. Ce sont les derniers représentants du Troisième Reich. Ils ont signé l'acte de reddition. Regardez, il est là, c'est une copie, mais il a été signé en 9 exemplaires, en anglais, en russe et en allemand. Cette cérémonie, vous l'avez dit, a été exigée par Staline après celle de Reims la veille. Elle s'est faite ici en présence de nombreux journalistes. Elle n'a duré qu'une quinzaine de minutes. Une cérémonie sobre et solennelle qui marque définitivement la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et la victoire sur le nazisme. Merci Lionel. On a vu l'arrivée du maire de Paris, le nouveau maire de Paris qui est arrivé à l'Arc de Triomphe pendant que vous parliez. On va découvrir ces images puisque les invités, les officiels continuent d'arriver à l'Arc de Triomphe pour vivre ensemble ces commémorations. C'est vrai Frédéric, il faut préciser que c'est la fin de la guerre en Europe, mais pas la fin des combats dans le monde, hein. Oui, tout à fait. Le 8 mai 1945 est certes une forme de soulagement et encore il faudrait aussi expliquer que la situation en France est complexe, que tout le monde n'est pas heureux ce jour-là, que beaucoup de gens ne sont pas rentrés, soit parce qu'ils sont prisonniers, soit parce qu'ils ont été massacrés ou déportés. Et puis rappeler aussi que le 8 mai 1945, c'est en Algérie le jour d'un massacre colonial. Donc derrière cette liesse, il y a quand même beaucoup de complexité et la guerre, en effet, va continuer jusqu'au 2 septembre 1945, jour de la capitulation du Japon. Et on voit la présidente de l'Assemblée nationale. C'est important ce que vous dites parce que vous évoquez le massacre de Sétif qui a eu lieu en 1945 aussi à cette date. L'histoire se percute car ce matin même, le président Emmanuel Macron, qui veut renouer le dialogue avec l'Algérie après les tensions qu'ont connues nos deux pays ces derniers mois, a annoncé que la ministre déléguée aux armées Alice Ruffo, se rend précisément aujourd'hui à Sétif pour commémorer ce massacre qui a eu lieu il y a 81 ans. On a vu Gérard Larcher, le président du Sénat, qui arrive également à l'Arc de Triomphe. Il faut attendre en fait la capitulation au Japon le 2 septembre 1945 à Tokyo pour mettre officiellement fin aux hostilités de la Seconde Guerre mondiale. C'est là que la guerre mondiale s'arrête véritablement. C'est là qu'elle s'arrête véritablement et ça montre à quel point il est difficile d'arrêter une guerre.
C'est-à-dire que faire la guerre, c'est déjà une épreuve terrible, mais arrêter une guerre n'est pas une chose aussi simple. Ne serait-ce que ce mot de capitulation sans condition a donné lieu à des grands débats parmi les alliés, parce qu'exiger une capitulation sans condition, ça peut aussi pousser l'ennemi à être jusqu'au boutiste, puisqu'il n'a plus rien à perdre. Et aujourd'hui, on voit dans l'actualité mondiale, malheureusement, la difficulté aussi de sortir de certaines guerres, pour les États-Unis actuellement. Et ça montre qu'il a fallu aller, avec le Japon qui était jusqu'au boutiste, à une solution extrême, qui ont été les 2 bombes atomiques le 6 et le 9 août 1945, pour obtenir finalement cette capitulation le 2 septembre 1945. Avec un bilan, on le rappelle quand même, entre 100 000 et 200 000 morts immédiatement, sans compter les radiations et les conséquences. Toutes les personnes et les habitants qui ont été irradiés et qui sont morts par la suite. On en parlera évidemment tout à l'heure. Ce procès du siècle, Annette Vivorka, on y vient avec vous, car très vite, c'est vrai que se pose la question à l'époque de poursuivre les hommes responsables de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité commis pendant 6 ans. Et peut-être, on va découvrir les images dans quelques secondes de ce procès, des images qui restent là aussi dans l'histoire. Peut-être rappelons que les 3 dirigeants de l'époque ne sont pas tout à fait d'accord sur la manière et sur le sort qu'on doit réserver à ces hommes qui sont les tenants du pouvoir nazi. Il y a une sorte d'ironie. On voit Keitel qui signe la capitulation. Keitel est un des accusés de Nuremberg et il sera pendu à Nuremberg. Donc il y a effectivement un télescopage, y compris des images. Je ne crois pas que Nuremberg soit d'abord un procès pour condamner les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. C'est un procès américain et c'est un procès de fin de guerre. Et ce que les Américains veulent, et ce sont les 2 premiers chefs d'accusation, c'est que la guerre ne reprenne pas. C'est donc le complot contre la paix et le crime contre la paix qui sont finalement au cœur du procès de Nuremberg, qu'on a oublié. Oui. Non, j'évoquais les dissensions quand même, c'est important de le dire. Churchill voulait fusiller tout le monde immédiatement, sans procès. Alors les dissensions, pas tout le monde quand même, pas au hasard, puisqu'il y avait une commission des crimes de guerre et qu'il y avait une liste des criminels de guerre qui avait été établie par ce qu'on appelait les puissances unies, c'est-à-dire les alliés. Et Churchill disait, eh bien, on identifie la personne, on sait les crimes qu'elle a commis et on la fusille. Je crois qu'on ne peut pas comprendre la capitulation sans condition dont parlait Frédéric et le procès de Nuremberg si on ne se réfère pas à la Première Guerre mondiale, qui est la mémoire des personnes qui vivent cette capitulation le 8 mai. Et là, dans le traité de Versailles, qui met fin à la Première Guerre mondiale, il était prévu de juger notamment Guillaume II pour sa responsabilité et de juger un certain nombre de responsables des crimes de guerre. Et il y a eu effectivement un procès qui a eu lieu en Allemagne, à Leipzig, et qui a été une parodie de justice. Donc c'est cette mémoire-là qui fait qu'on ne veut pas que ça recommence comme après la Première Guerre mondiale. Alors, parce que Frédéric avait raison, c'est difficile d'arrêter une guerre, et ça devait être la der des der, et ça a recommencé une génération après. Alors, c'est un procès historique à tout point de vue, d'abord pour les personnes qui le jugent, pour la force des témoignages, pour ce qu'il laisse aussi dans l'histoire, et puis c'est les prémices de cette justice internationale. Et pour la première fois, on juge des responsables politiques d'une certaine manière, et les responsables d'un régime. On va se poser la question aussi dans quelques secondes, pourquoi Nuremberg? Pourquoi le choix de cette ville? Vous allez me répondre dans quelques secondes, Annette. D'abord, je voudrais qu'on revienne sur ces images. 20 novembre 1945, le procès s'ouvre pour juger ces dignitaires nazis. Le monde entier a les yeux rivés à l'époque sur l'événement. Des journalistes sont dépêchés de chaque pays sur place pour suivre ces audiences. 10 mois d'audience, 775 heures de débat, 3000 tonnes de documents, 25 000 photographies, 400 journalistes. On regarde les grands moments de ce procès, mis en image par Quentin Brarda. Nuremberg est aujourd'hui une ville ruinée. Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Dans son stade immense, Hitler croyait faire trembler le monde. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment resté debout,
s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de 5 années de crimes. Dans une salle comble, où le vrai public est formé par les millions de victimes du nazisme, le procureur lit l'acte d'accusation. Et c'est devant cette assemblée que la France, par la voix de M. de Menthon, son représentant, accusait. Monsieur le Président, Messieurs les juges, la conscience des peuples, hier asservis et torturés dans leur âme et dans leur chair, vous demande de juger et de condamner la plus monstrueuse entreprise de domination et de barbarie de tous les temps. Les accusés plaideront-ils coupables ou non coupables? Là-dessus, ils sont tous d'accord. Non coupables. Wilhelm Göring. Göring le premier. Il amorce un discours. Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne. Mais le président le rappelle à la question. Coupable ou non coupable? Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Tout près, dans leur cage vitrée, les traducteurs transmettent phrase par phrase, en allemand, en russe, en anglais, My most complete and unlimited confidence. Je suis obligé en français, au président du Reich de rappeler le ministre allemand à Vienne. Une administration considérable a été mobilisée pour les besoins de ce procès monstre. Le télégraphe fonctionne sans arrêt. Le téléphone, à chaque minute, alerte les capitales. Accusation par accusation, témoignage par témoignage, preuve par preuve, se poursuit le plus énorme procès de l'histoire. Nous sommes arrivés à Auschwitz au petit jour. On a déplombé nos wagons et on nous a fait sortir à coups de crosse pour nous conduire au camp de Birkenau, qui est une dépendance du camp d'Auschwitz. Là, on nous a rasé la tête et on nous a tatoué sur l'avant-bras gauche le numéro matricule. Dernière audience. La Cour a jugé. Schardt, Papen, Fritsch sont libres. Ceux-là n'ont pas payé, ceux-là ne paieront pas. Et si la France et la Russie protestent et parlent d'injustice, les mots et les protestations ne tuent pas. Pour Ribbentrop, l'homme des chiffons de papier, la corde. Pour Keitel, l'homme des prisonniers assassinés, la corde. Pour Göring, l'homme du nazisme criminel, la corde. La corde pour 11 coupables, la prison pour 7 autres, la grâce pour 3. Le verdict de Nuremberg, dont l'espérance soutint les peuples, a pris sa place dans l'histoire. Nuremberg sera maintenant le nom d'une justice qui n'est pas l'expression de la vengeance, mais d'une morale plus haute. Au-dessus des maîtres du siècle, il y a une justice. Alors, on a volontairement laissé le son et le commentaire d'époque. Il y a un truc un peu désuet quand même, c'est vu la gravité, c'est la voix du journaliste, mais c'était le ton journalistique de l'époque qui voulait ça. Il y a plein de choses à dire sur ces extraits, on va les commenter évidemment. Il y a d'abord 3 absents de taille, Adolf Hitler, Joseph Goebbels et Heinrich Himmler, qui tous les 3 se sont suicidés à Vivorca. Oui, effectivement. Goebbels s'est suicidé, a suicidé en même temps sa femme et ses enfants, Hitler aussi, donc dans le bunker de la chancellerie. Et puis Heinrich Himmler, c'est un petit peu différent, puisqu'il est arrêté, et il croque une capsule de cyanure pour échapper à la justice. Donc il y a 3 absents importants. Qu'est-ce qui vous marque sur ces images qu'on vient de revoir Alors, ensemble? Ce qui marque sur ces images, c'est d'abord Göring, qui va s'instituer tout de suite, en quelque sorte, l'héritier de Hitler, et qui aurait aimé être celui qui va défendre
le Troisième Reich, le chef de file. Et puis, si on regarde bien, c'est la place des militaires, puisque en fait, il y a 4 militaires, Jodl et Keitel pour l'armée de terre, et Dönitz et Raeder pour la marine. Donc, 2 d'entre eux au moins qui sont signataires de la capitulation. Et 2 qui seront condamnés à mort, Keitel et Jodl, les autres à la prison à terme. Et ça montre ce qu'on voit très bien dans les chefs d'accusation, que c'est la question de la guerre qui est centrale. Alors, tous plaident non coupables, donc c'est un peu un must. Dans tous les films sur Nuremberg, on voit non coupable au sens de l'accusation. Et c'est comme on dit, fair trial, comme disent les Américains, puisque le verdict n'est pas compris dans l'ouverture du procès. Alors, on voit aussi la ville de Nuremberg. Alors, voilà. La question que j'allais vous poser, deuxième ville de Bavière, ancienne capitale idéologique du Reich. C'est aussi pour ça qu'elle a été choisie. Et, j'en finis, puis après je vous laisse la parole, et aussi parce que, paraît-il, la ville a été totalement détruite et seul reste le palais de justice. Alors, il reste le palais de justice, mais pas simplement le palais de justice, puisque le palais de justice est relié par un souterrain à la prison. Ce qui permet d'incarcérer donc ceux qui vont être condamnés, enfin les inculpés, et de les conduire sans qu'ils aient besoin de passer par l'extérieur directement au tribunal. Et pour faire un peu écho à ce que disait Frédéric tout à l'heure, il va falloir attendre un certain temps pour que cela devienne un lieu de mémoire. Simplement, je crois, au début des années 2000, puisque la prison et le tribunal vont continuer à fonctionner. Alors, la raison, dit-on, est matérielle, et c'est dans la zone d'occupation américaine. Mais malgré tout, ça reste quand même la ville symbole, le stade des grandes manifestations des dieux du stade qu'a filmé Leni Riefenstahl, le palais des congrès en construction, et on oublie aussi le musée Germania, qui montre comment le nazisme veut s'inscrire dans une histoire allemande. Alors, Frédéric, il y a aussi des moments très forts. Ce procès dure plus d'1 an, presque 1 an. Et ce qui est très fort, c'est le face-à-face entre les bourreaux et les victimes qui viennent se succéder à la barre. 94 témoins, 61 pour l'accusation. On a entendu tout à l'heure dans le reportage le récit de Marie-Claude Vaillant-Couturier, dont le récit a même été remis en question par les avocats de la défense. Un moment terrible, vu ce qu'elle raconte. Et puis, il y a ce moment où, le 29 novembre 1945, est présenté à l'assistance le film. Le film, c'est un montage des images tournées par les reporters de guerre dans les camps qui viennent d'être libérés, des cadavres, des corps décharnés, des fours crématoires, des salles de torture. Et là, Madeleine Jacob, qui est alors journaliste française pour Franc-Tireur, raconte « Göring a vomi. Franck, le bourreau de la Pologne, s'abîma dans une crise nerveuse. Ribbentrop, la paupière lourde, pleurait. » C'est un moment incroyable, car ce sont les bourreaux qui regardent leurs actes, et de l'émotion se dégage de ce moment-là. C'est comme ça qu'elle le raconte. C'est un des moments très importants de ce procès. Un procès qui, c'est vrai, a duré très longtemps et qui a assez rapidement lassé l'opinion. Parce qu'aujourd'hui, on le commémore, mais à la longue, les gens ont trouvé ça très ennuyeux. Il y avait beaucoup d'arguties juridiques. Et donc, le président du tribunal a décidé d'avancer la projection de cette séquence, justement pour un peu réveiller l'opinion et remettre le procès au centre de l'intérêt médiatique. Et cette séquence, elle a été vraiment organisée. Il y a aussi une mise en scène dans ce procès. Il y a ce face-à-face, il est organisé. Et pour cette projection, l'écran était en fait en face des accusés, et il y avait des projecteurs qui permettaient de voir leurs réactions et de les commenter. Donc c'était un moment attendu, où justement ce qui allait se dégager de leur visage était aussi une manière non pas d'aveu, mais d'attente de la part des juges. Et en effet, on a observé ces réactions de certains d'entre eux. Il y a plein de gens aujourd'hui qui connaissent moins cette histoire-là. J'en parlais avec mes enfants, par exemple, pour tout vous dire hier, et qui me disent « Mais pourquoi seulement 21 accusés ? Pourquoi seulement 21 ?» Seulement 21 accusés. Enfin, il y en avait 24 au départ. Il y en a 3 qui ont fait défaut. 21 accusés parce que c'est les grands
en principe, parce qu'il y a aussi il y a eu un petit qui s'est glissé dans les grands. Donc l'idée du procès de Nuremberg, c'est de punir les responsables, les hommes politiques ou les militaires. Mais il ne faut pas oublier qu'en dehors de ce procès, il y a eu plein d'autres procès. En France, le procès Pétain, Laval... L'Allemagne de la France collaboration. Il y a des milliers de procédures juridiques. Donc, est-ce qu'on peut dire, Annette Viverkaek, que c'est la première fois aussi que tout d'un coup on prend conscience de l'horreur de la Shoah à travers ce procès? Alors d'abord, je ne crois pas qu'on prenne conscience de l'horreur de la Shoah. Malgré ce qu'on a dit tout à l'heure et la diffusion des films. Montre Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui est extraordinaire, mais le choix de l'accusation française, qui est la seule à produire des témoins de l'univers concentrationnaire, c'est Marie-Claude Vaillant-Couturier qui est une résistante et qui fait partie du seul convoi de femmes, de 230 femmes, qui est arrivé à Auschwitz. Donc il y a une... Il faut peut-être raconter qu'il y a eu un comité en France pour choisir les rescapés qui allaient pouvoir aller témoigner au procès de Nuremberg. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un comité. Je pense que c'est le procureur adjoint Charles Dubost qui lui a choisi 8 témoins qui sont tous des témoins de l'univers concentrationnaire et pas des rescapés de ce qu'on appelle la Shoah. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que disait Frédéric tout à l'heure. Les survivants n'étaient pas tous rentrés. Par exemple, Simone Veil, que tout le monde connaît, elle n'est pas en France, elle est encore coincée, si je puis m'exprimer ainsi, à Bergen-Belsen. Donc, la Shoah n'a pas la place qu'elle a aujourd'hui. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on projette sur le passé ce qui est notre sensibilité d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vraiment la Shoah qui apparaît comme le crime des crimes de cette Seconde Guerre mondiale, mais ce n'est pas le cas au moment de Nuremberg. Frédéric. Oui, et il faut bien insister là-dessus. Ce qui est jugé à Nuremberg, c'est un crime contre la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est on juge les gens qui ont, par leur pouvoir politique, entraîné leur pays dans la guerre et menacé d'autres pays. On juge les crimes de guerre. Qu'est-ce que c'est un crime de guerre? C'est le fait de ne pas avoir respecté des conventions admises, plus ou moins admises. On ne viole pas, on ne massacre pas des civils. Et la Shoah, elle va arriver à la conscience du monde bien plus tard. Donc elle n'est pas au cœur du procès. Et même les images qui sont diffusées à la face des bourreaux sont des images de camps de concentration où il y a essentiellement des résistants, des droits communs, des asociaux, éventuellement quelques tziganes ou témoins de Jéhovah, mais pas justement des images des autres camps. Et on continue de suivre évidemment les commémorations et de vous parler de cette histoire avec des allers-retours entre présent et plonger dans l'histoire avec l'arrivée de la garde républicaine. Comme chaque année, lieutenant-colonel Lindsay, la garde républicaine est là pour la grande escorte du président de la République. On va découvrir ces images magnifiques tout à l'heure. En effet, qui permettront au président de rejoindre depuis la statue du général de Gaulle la place de l'Étoile au sein de cette grande escorte mixte de 136 cavaliers et 28 motocyclistes. Bien, avec le passage en revue et comme chaque année des troupes particulières invitées cette année? Sur les grandes cérémonies militaires d'hommage que sont le 11 novembre et le 8 mai, les troupes mises à l'honneur sont les troupes écoles des armées. Donc on retrouvera tout autour de l'Arc de Triomphe les écoles d'officiers, de sous-officiers et d'officiers mariniers, ainsi que les écoles techniques des armées, mais également la gendarmerie nationale, mais aussi l'école polytechnique, qui est une école d'ingénieurs, mais militaire, qui sera en première troupe autour de l'Arc de Triomphe. Et on découvrira ces images tout à l'heure. Cyril Adrien Salmon, vous êtes à l'Arc de Triomphe avec Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Madame Braun-Pivet, merci de répondre à nos questions. 8 mai 1945, cette cérémonie, elle résonne particulièrement aujourd'hui dans le contexte international que nous connaissons? Elle résonne tous les ans parce qu'il faut vraiment qu'on fasse ce travail de commémoration, de mémoire, d'unification aussi de la nation autour de grandes dates comme celle-là et de grands combats et de grandes victoires. Donc je pense que plus que jamais, il faut se réunir pour commémorer ces événements et puis faire honneur à nos militaires, faire honneur. Là, moi, j'ai fait un dépôt de gerbe avec des pupilles de la nation. C'est important que la nation fasse bloc autour de ceux qui
s'engagent et qui parfois perdent leur vie pour nous, pour la France, pour nous défendre. Et c'est effectivement cruellement d'actualité. Le président de la République a annoncé ce matin que la reprise du dialogue avec l'Algérie était en passe d'être fait encore aujourd'hui avec la ministre qui s'y rend, l'ambassadeur français. Est-ce que c'est un premier pas que vous saluez ce matin, notamment, on pense à Christophe Glaise, bien entendu? Bien sûr, il faut espérer que la libération de Christophe Glaise sera la plus rapide possible. Mais il faut reprendre le dialogue parce qu'on ne gagne rien à ne pas se parler et à se confronter. C'est en discutant, en dialoguant, en s'asseyant autour d'une table qu'on arrive à régler des désaccords. Ce n'est pas en restant chacun de son côté. Donc évidemment qu'on ne peut que saluer cette reprise du dialogue. Vous savez à quel point l'Algérie et la France sont liées par leur histoire, par leur peuple aussi. Et donc on ne peut pas continuer à ne pas se parler. Donc évidemment, je salue cette reprise. Vous espérez sa libération dans les prochaines heures? Évidemment, il faut continuer à la souhaiter. Moi, vous savez, on s'est toujours beaucoup mobilisé pour les personnes qui sont détenues, que ce soit Boualem Sansal, que ce soit les otages Cécile Collère et Jacques Paris. L'Assemblée nationale est toujours aux côtés des Français qui sont injustement retenus où que ce soit dans le monde. Et donc, évidemment, aujourd'hui, nous appelons toujours et encore à la libération de Christophe Glaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. C'est important de le rappeler. Christophe Glaise, journaliste à l'Équipe, qui est retenu en Algérie. On pense évidemment à lui et à ses proches et on suivra les événements dans les prochains jours et on espère tous qu'il revienne rapidement en France. Jeanne Benzina, vous êtes avec Yves de Gaulle. Oui, absolument. Yves de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle. Monsieur de Gaulle, ce 8 mai, on l'a dit, il s'inscrit dans un contexte international des plus tendus, beaucoup de tensions. Et de ce fait, est-ce qu'il résonne particulièrement? Est-ce qu'il vient rappeler quelque chose dans un contexte comme celui-ci? Évidemment, il vient d'abord rappeler que le général de Gaulle, une fois de plus, avait raison quand il a fait en sorte que notre pays soit indépendant, y compris sur le plan de sa défense nationale. On mesure aujourd'hui tout le poids que ça peut représenter, et quels que soient les événements qui peuvent survenir. Si la France n'était pas une puissance nucléaire indépendante, je dis indépendante, pas comme les Anglais, notre situation et notre rôle dans la politique internationale serait plus compliqué. Alors les événements sont dramatiques parce que les Américains se sont engagés sans nous prévenir, sans leurs alliés, dans une guerre qui n'est pas vraiment justifiée et qui surtout, en plus, est une guerre déjà perdue. Et qui, au passage, met en danger l'équilibre économique du monde et peut-être davantage. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a deux questions qui doivent se poser. Il faut que la politique nationale de la France et de sa défense tienne debout et continue de l'être. Je note d'ailleurs au passage que le budget de la défense nationale a beaucoup progressé depuis l'actuel président de la République, ce qui n'était pas arrivé avec ses prédécesseurs. En tout cas, c'est un contexte où l'esprit du général résonne d'autant plus fortement pour vous. Ce sujet, complètement. Et deuxièmement, que nous nous posions des questions assez profondes sur le rôle que nous pouvons avoir en tant que dans les alliances et avec nos alliés, si tant est qu'un certain pays soit encore notre allié. On a fêté l'année dernière, on a célébré les 80 ans de la libération, 80 cette année. Les derniers témoins de cette époque ne seront bientôt plus là. Comment peut-on continuer à faire vivre cette mémoire de ce moment si important? Eh bien, en célébrant des événements comme celui-ci, c'est assez banal de le dire, mais il ne faut jamais oublier que le 8 mai, le 14 juillet, d'autres cérémonies, le 11 novembre, contribuaient essentiellement à ce qu'on appelait, quand j'étais jeune, le fait de renouer la chaîne des temps. Quand on ne renoue pas la chaîne des temps, quand on ne se souvient pas d'où l'on vient et de ce que l'on a fait, on n'est pas capable de regarder l'avenir. C'est le vieil arbre de Nietzsche, vous savez, il est profondément enraciné dans la terre, mais il a des branches très élevées et il regarde de très très loin devant. Voilà, et c'est ce qui va se passer dans quelques minutes, Julien. Juste dernier mot, au pied de la statue du général. Merci. Et tout à l'heure, on découvre ces images du 26 août 1944, incroyable, hein, le général de Gaulle qui défile en quelque sorte dans Paris, accueilli par des milliers de Parisiens. On est au lendemain de la libération de Paris. C'est vrai que c'est important de le rappeler brièvement, ce qu'a dit le petit-fils du général de Gaulle. La doctrine de Charles de Gaulle, après la Seconde Guerre mondiale, c'est d'offrir l'autonomie de défense à la France. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des groupes industriels très importants, qu'on a la dissuasion nucléaire et qu'on ne dépend pas des autres pour nous armer, lieutenant-colonel. Tout à fait. Et on a à la fois des armements qui sont français,
pour la plupart, dans mon cas le Rafale en l'occurrence, mais on a par exemple le char Leclerc, des armements qui ont été faits par la France, qui sont à la fois aussi exportés, ce qui nous garantit cette souveraineté pour nous, également des armements qui sont faits en coopération avec les pays européens, qui nous permet de garder cette souveraineté. Bien sûr, la dissuasion nucléaire fait partie de la souveraineté ultime du pays. Oui, la France, deuxième exportateur d'armement derrière les États-Unis. Et ce qui est Frédéric. intéressant, c'est que effectivement, Charles de Gaulle a permis cette autonomie stratégique de la France, mais on constate que les choses ne sont jamais figées et qu'aujourd'hui, on a vu le président de la République appeler justement à ce que la France puisse mettre à disposition des autres pays européens cette arme nucléaire. Donc, par rapport à l'époque de Gaulle, il y a aussi une ouverture vers l'Europe qui semble intéressante. La dimension européenne de la dissuasion dès De Gaulle avait déjà été évoquée. C'est vrai que le discours du président sur la dissuasion avancée a impliqué nommément certains pays, mais il faut quand même retenir que la dissuasion nucléaire française restera une décision du président de la République en toute souveraineté française. Bien. Le général de Gaulle, pendant le procès de Nuremberg, Nathalie, quel a été son positionnement, si je puis dire? Alors, son positionnement, je vais pas revenir sur ce que disait Annette tout à l'heure, mais c'est vrai que lui était plutôt favorable avec les Américains, Roosevelt puis Truman, à ce qu'il y ait un vrai procès, que ce ne soit pas une exécution sommaire, à vocation pédagogique, mais pas en rentrant trop dans les détails, notamment, effectivement, dans tout ce qui comporte les Juifs pendant la guerre de 40. Il a nommé Edgar Faure, il a choisi Edgar Faure comme procureur général adjoint. D'abord parce que c'était un juriste qui était extrêmement vanté et connu dès l'entre-deux-guerres. Il a dû avoir son barreau à 20 ans ou 21 ans. Ensuite parce qu'il avait rejoint le général à Alger, après être parti en Tunisie avec son épouse, qui était juive et qui avait donc grandement intérêt à aller plutôt en Afrique du Nord que de rester en France. Parce que Edgar Faure, on explique qu'il y a 4 juges qui sont le représentant des 4 nations au procès de Nuremberg, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et la France. Et donc c'est Edgar Faure, qui est procureur adjoint, qui est choisi pour participer Pour ceux qui sont un peu plus âgés, c'était un monsieur chauve qui avait une très belle façon, une très belle érudition et qui avait un cheveu sur la langue. On le voit ici à comme ça. Et qui a expliqué que notamment... très vite. À Nuremberg, il parlait très vite, c'est ça? Oui, la traduction simultanée, il a dit il fallait que je diminue de 2,5 mon débit et mon élocution de manière à pouvoir être traduit dans les autres langues, puisque c'est le début de la traduction simultanée à une grande échelle et qu'il y avait donc en permanence 4 personnes. Donc il fallait que le débit soit un peu lent. Alors Edgar Faure qui deviendra par la suite un ministre et puis président de l'Assemblée nationale, un grand parcours politique. Qui est radical socialiste, c'est-à-dire qu'on a toujours parlé du parcours d'Edgar Faure comme de quelque chose de relativement compliqué à suivre, mais que c'était en gros un centriste, quoi. Et il était extrêmement brillant et touché en plus par les origines de sa femme à propos de la Seconde Guerre mondiale. Annette Viorka, est-ce que c'est la première fois que le mot génocide est prononcé publiquement à l'occasion de ce procès? Parce qu'il l'est plusieurs fois dans le procès de Nuremberg. Plusieurs fois, mais pas si souvent. Oui, le mot vient d'être inventé. Il a été inventé en 1944 par un juriste polono-juif qui avait eu la chance de pouvoir passer aux États-Unis en 39 ou 40, enfin qui n'avait pas été coincé en Pologne, qui s'appelait donc Raphaël Lemkin, et qui fait ce mot un peu bâtard, qui est un mot qui rejoint une racine grecque et une racine latine. Géno, c'est tuer une ethnie. Et à Nuremberg, il n'arrive pas à imposer ce terme de génocide. Il y a même un journaliste britannique qui dit « génocide, c'est un crime contre la langue anglaise », plutôt qu'un crime contre l'humanité. Mais ce que l'on peut voir, c'est très très vite la façon dont le mot va s'imposer et ce que le mot désigne, puisque dès la fin de l'année 1948, les Nations Unies adoptent une convention de prévention et de lutte contre le génocide. Donc je ne crois pas qu'on ait d'exemple où ça a été aussi rapide. Et c'est probablement aussi un effet de Nuremberg. Vous parliez de Göring tout à l'heure, Annette. Il y a quelque chose, on l'a vu à l'image, il y a quelque chose qui a été frappant aussi pendant ces plusieurs mois de procès, c'est l'attitude des accusés. Il y a beaucoup de distance, il y a des rires parfois.
il y a de la provocation. Au Et fond. du chewing-gum même chez un des. Alors, accusés. le rire. Ça paraît complètement Frédéric fou parlait aujourd'hui. de la façon dont le 29 novembre, on a passé le film. Mais c'est après cet épisode que décrit très très bien Joseph Kessel, qui a été un des grands journalistes présents à Nuremberg, qui s'appelle Le rire de Göring. On passe un bobino. On passe un bobino de l'Anschluss, du rattachement de l'Autriche à l'Allemagne. Et on entend Göring dire « Il fait beau, les petits oiseaux gazouillent, je suis sous ma couverture, je sirote mon café. » Et là, Göring est pris d'un fou rire. Pendant le procès. Contagieux. Et on voit tous les... On le voit, ça a été capté à l'image. On voit comment tout le monde se met à rire. Et en fait, c'est pour faire ravaler le rire qu'on va passer avant ce film Nazi Concentration Camps, qui est fait, comme l'a expliqué Frédéric, ou vous, d'un montage de ce qui avait été pris au moment de l'ouverture des camps. Mais ce qui me frappe, moi, c'est de voir comment ces hommes qui ont été à la tête de l'État deviennent des locumènes. Par exemple, Julius Streicher, qui a été le Gauleiter de Franconi, là où se tient le procès, et qui a été le rédacteur en chef de ce journal ordurier antisémite qui est le Stürmer. On le voit qui mâchonne en permanence, et je crois que c'est Kessel qui dit « on a un petit vieux ». Donc on pourrait vous le voir, je ne sais pas, dans un EHPAD. C'est-à-dire qu'on voit Ribbentrop devient une loque, Hans Frank, brusquement, redevient catholique. Enfin, on voit comment les hommes privés du pouvoir deviennent des gens qui ont peu de dignité. Et c'est ce qui explique la fascination qu'a exercée Göring, parce que lui a gardé finalement voilà, il a gardé... voilà, il s'est présenté comme étant le successeur, enfin l'héritier d'Hitler. Et on va suivre ensemble l'arrivée du président de la République, accueilli par le Premier ministre Sébastien Lecornu pour cette première étape. Au pied de la statue du général de Gaulle.
Alors nous avons assisté là à une cérémonie d'hommage aux morts, qui vous verrez cette même cérémonie autour de l'Arc de Triomphe juste après. Elle se compose par une annonce aux morts, la musique aux morts, puis une minute de silence, terminée par la Marseillaise. Voilà, le président de la République qui salue les membres du protocole. On a vu le gouverneur militaire de Paris il y a quelques secondes. Et puis Catherine Vautrin, la ministre des Armées et des Anciens Combattants, avec Alice Ruffo, ministre déléguée, dont on parlait tout à l'heure, et qui va se rendre à la demande du président de la République en Algérie pour assister aux commémorations de la répression de Sétif. On a vu la présidente de l'Assemblée nationale et puis les différents chefs d'état-major que le président est en train de saluer, notamment le chef d'état-major des armées. C'est l'occasion, puisqu'il y a eu la sonnerie aux morts, de rappeler le bilan humain terrible de cette Seconde Guerre mondiale, avec au total environ, parce qu'on n'a pas de chiffre précis, 50 millions de morts. C'est colossal. Et pour la France, environ 500 000 victimes, avec une particularité qui distingue cette guerre des conflits antérieurs, c'est la forte proportion de civils parmi ces victimes, qu'il s'agisse des quelques 80 000 juifs de France qui ont été déportés, exterminés, ou des résistants morts dans les camps, ou encore des populations civiles massacrées lors de la répression nazie, notamment en 1944. Donc cette sonnerie aux morts, elle éveille tous ces souvenirs, non seulement de ces morts, mais des familles qui ont continué à porter le deuil. Parfois, sur plusieurs générations, ces blessures, elles restent vives. Un mot également du symbole de cette statue du général de Gaulle, qui n'a pas toujours été là, puisqu'elle est place Clémenceau, dans le bas des Champs-Élysées. Elle a été installée à son emplacement en novembre 2000, inaugurée en présence à l'époque du président de la République, Jacques Chirac. Non, les morts civiles, ça c'est la particularité. Et je crois qu'il faudrait dire aussi un mot des bombardements, qui sont les morts des bombardements, y compris d'ailleurs des bombardements alliés. Hambourg, 1943, c'est 30 000 morts. Dresde. Donc, oui, ce sont effectivement des morts civiles, et c'est la caractéristique de cette guerre. Et puis, bien évidemment, le génocide des Juifs, qui se fait à l'aube de la guerre. Sans la guerre, il n'y aurait peut-être pas eu de génocide, mais c'est un événement qui est en quelque sorte aussi distinct de la guerre. 6 millions de morts. Et on en profite au regard de l'histoire et des chiffres que vous évoquez l'une et l'autre, l'importance aussi de ces commémorations pour le souvenir. On en parlait beaucoup avec vous, Frédéric, l'an passé. Les historiens estiment que 80 ans, c'est un moment de bascule, car les témoins directs de cette histoire-là sont en train de disparaître. Et on dit que les témoins disparaissent, qui bien évidemment est vrai. Il reste aujourd'hui quelques survivants de la déportation, comme Ginette Kolinka par exemple. Mais c'est aussi un passage du temps qui fait que vos enfants vous questionnent, mais vos enfants, ils ont, je pense, des arrière-grands-parents qui ont vécu la période de la guerre. Donc il n'y a plus dans les familles cette mémoire vive qui existait pour tout le monde, pas simplement pour ceux qui ont été... le récit direct. Il y a un récit direct, il y a une mémoire. Et là, c'est vraiment maintenant un passage de l'histoire et à la mémoire culturelle. D'où l'importance de l'enseignement. On est arrivé à une période où on a une mémoire sans souvenir. On n'a plus de souvenir direct de cette période. Et donc ça rend la mémoire et la commémoration d'autant plus importante pour entretenir cette connaissance. Et avec l'avantage du temps qui passe, qui permet un peu de cicatriser, mais aussi de prendre du recul et de porter sur le passé un regard qu'on ne pouvait pas porter dans les années 50 ou 60, un regard parfois plus distancié, plus critique, et ce qui a permis aussi de montrer les responsabilités de l'État français. Contourné, qui raconte autre chose que ce qui s'est passé. Et parce que ça va dans les deux sens, ça va dans une plus grande vérité historique, pour certains, c'est-à-dire qu'on ne nous raconte plus comme après la guerre ce qu'on pouvait nous raconter. On a des archives, il y a Paxton, il y a tout ce qu'on veut, qui montre que la situation française notamment, mais il y a aussi dans un certain nombre de pays de l'Est, voire en Russie, une façon de réécrire l'histoire en fonction de ce qui arrange par rapport au roman national ou au récit national, qui peut également être inquiétante
L'histoire poutinienne, elle est... L'histoire poutinienne est... Enfin, c'est pas une histoire. Hein. Voilà, il faut dire ce qu'il y a, c'est une idéologie. Est une histoire, mais je n'ai pas dit que c'était une histoire. C'est présenté comme tel et ça pèse dans un certain nombre de commémorations, notamment dans les anciens pays de l'Est. Voilà, le président de la République a rejoint son véhicule et va pouvoir se mettre à l'intérieur de cette grande escorte mixte de la garde républicaine, qui est une tradition à l'occasion du 8 mai 45 de ces commémorations, comme on le voit d'ailleurs sur les Champs-Élysées pour le 14 juillet. 140 chevaux, 12 cavaliers, 28 motards à peu près, hein, dont un officier de portière qui occupe les postes des flancs. On va découvrir ces images des flancs gardes de chaque côté du véhicule présidentiel. On évoquait l'importance de ces commémorations du 8 mai, du 11 novembre, du 14 juillet également, mais il faut se rappeler que tous les soirs, à 18h30, sous l'Arc du Triomphe, la flamme du soldat inconnu est ravivée par le comité de la flamme. Donc c'est ouvert à tout le monde, sur inscription bien entendu, mais c'est une tradition qui existe depuis plus de 100 ans. Cette flamme ne s'est jamais éteinte et elle est ravivée tous les soirs à 18h30. Et on va suivre ensemble le départ du président de la République pour la remontée des Champs-Élysées. Un grand soleil. C'est vrai que c'est sans doute la dernière fois que le président de la République préside cette commémoration du 8 mai 1945. On ne connaît pas encore précisément la date des élections présidentielles l'année prochaine, mais a priori le second tour serait le 2 mai, ce qui laisse peut-être l'espace au président de la République pour représider avec le nouveau président ou la nouvelle présidente. Quand il avait été élu la dernière fois, l'avant-dernière fois. Ce qui s'était produit avec François Hollande. Et ils étaient tous les deux à la cérémonie. Voilà, les deux hommes étaient côte à côte pour présider cette cérémonie du 8 mai 1945. C'est vrai qu'il y a toujours un laps de temps important entre la promulgation des résultats et puis l'entrée en fonction du nouveau ou de la nouvelle présidente de la République, l'investiture qu'on suivra évidemment ensemble sur France Télévisions. Un président qui s'est beaucoup investi dans le champ mémoriel. On pourra au moins tirer cette conclusion avec de nombreuses panthéonisations. Et puis ces commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 2024-2025, sans doute par culture personnelle, ses liens avec Paul Ricoeur, qu'il a mis souvent en avant. Et puis aussi parce que pour un président de la République, c'est aussi s'inscrire dans une continuité républicaine. On voit que ça dépend aussi, c'est fortement lié au pouvoir régalien, en lien avec l'armée, de porter cette mémoire combattante. Disons que entre François Hollande et Emmanuel Macron, il y a eu un regain de mémoriel, comme on dit, qui était en partie vécu, pensé... Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qu'on voit ici à l'image de Laurent Nunez. Lui-même était déjà allé en Algérie, puisque vous parliez de Sétif tout à l'heure, en février 2025, pour tenter de recoudre un petit peu les relations, depuis la reconnaissance de l'appartenance du Sahara occidental. Le maire de Paris en discussion avec le ministre de l'Intérieur. Laurent Nunez, peut-être évoque-t-il les heurts qui ont eu lieu après la victoire du PSG mercredi soir. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir en fait que tout ce rituel vient de 14-18. Y compris la sonnerie aux morts. Antoine Pro, notre collègue, disait que c'était la forme laïque de la prière. La sonnerie aux morts suivie de la minute de silence. Et puis le soldat inconnu. C'est-à-dire qu'en fait, dans la commémoration elle-même, il y a l'histoire de la commémoration qui est aussi comprise. Avec ce côté très rituel qui fait qu'on se reconnaît chaque année, on retrouve ces marques. Et en même temps, un besoin aussi de renouveler. Il y a beaucoup de lieux de mémoire ou d'associations ou d'institutions qui réfléchissent à cela. Et précisons que ce 8 mai est devenu un jour férié en 1953. Il est supprimé en 1959 et une journée de commémoration est rétablie en 1968. Elle sera abandonnée en 1975. Là aussi, ce sont les turpitudes de l'histoire. Il est rétabli en 1981, effectivement. Férié, chômé, il y a toujours un débat sur est-ce que ça peut être un jour qui est considéré par François Mitterrand. Mais
dans lequel on travaille. Alors, c'est ce que Giscard avait voulu. On va justement profiter de ces quelques minutes, puisque le président de la République prend son temps visiblement pour échanger avec ses invités, pour aller à Londres. Pourquoi Londres? Parce qu'évidemment, Londres est l'une des nations victorieuses de cette Seconde Guerre mondiale. Maryse Burgot, vous êtes sur place. Alors, il faut préciser qu'en Grande-Bretagne, le 8 mai n'est pas un jour férié, mais des cérémonies sont tout de même organisées. Non, le 8 mai n'est pas férié, Julien. En fait, la Grande-Bretagne commémore surtout le 11 novembre, c'est-à-dire l'armistice de 1918. Et vous savez, Julien, ce jour-là, de nombreux Britanniques arborent sur leur veste le fameux poppy, le coquelicot, pour honorer les soldats tombés pour la Grande-Bretagne sur différents conflits d'ailleurs. Donc aujourd'hui, finalement, 8 mai, pas de cérémonie particulière ici. En fait, la Grande-Bretagne ne commémore le 8 mai que lorsque c'est un grand anniversaire. C'était par exemple le cas en 2020. C'était le 75e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. Eh bien, des grandes commémorations avaient été prévues, mais malheureusement, il y avait eu l'épidémie de Covid, donc beaucoup de choses avaient été annulées. Mais à ce moment-là, la reine Elisabeth II, qui était encore de ce monde, avait prononcé un discours qui avait été retransmis à la télévision. Merci Maryse. Et puis on va en profiter pour aller également en Russie, où là-bas on commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est le 9 mai qui a été choisi. Anne Poncinet, vous allez nous expliquer pourquoi depuis Moscou. Le défilé va se dérouler comme d'habitude sur la place rouge à laquelle on accède par ce passage, mais dans un climat de tension particulière cette année en raison du conflit en Ukraine. Et pourtant, les deux pays ont décrété des cessez-le-feu à l'occasion de cette semaine de commémoration, mais à des dates différentes, et les frappes continue. Volodymyr Zelensky a affirmé que la bonne tenue de ce défilé dépendait de l'Ukraine, ce à quoi la Russie a répondu que si l'Ukraine entreprenait quoi que ce soit contre le défilé, il y aurait des frappes massives contre Kiev. Avant même ces échanges, la Russie avait annoncé qu'elle réduisait l'ampleur du défilé. Il n'y aura pas de chars, il n'y aura pas de lanceurs de missiles. Il faut dire que selon les observateurs occidentaux, ces derniers temps, la Russie subit des revers sur le front. Le contexte est donc très différent du défilé de l'an dernier, lorsque Vladimir Poutine avait présidé une démonstration de force diplomatique et militaire sur la place rouge. Merci Anne, merci à vous. Et c'est maintenant ces images en direct qui nous occupent du président de la République. Ça y est, le cortège s'était lancé. Donc après toutes les commémorations qu'on a évoquées sur le 80e anniversaire de la capitulation, on est au 81e anniversaire. Donc la cérémonie reprend une cérémonie du 8 mai dite classique. Nous verrons vraiment le protocole d'une cérémonie militaire tel que nous l'exécutons quotidiennement lorsqu'il y en a au sein des armées. Il y a toujours une haute autorité qui préside la cérémonie. Dans ce cas, bien entendu, il s'agit du chef des armées, le président de la République. Les troupes ont été mises en place autour de l'Arc de Triomphe bien avant son arrivée, afin de pouvoir vérifier les tenues et également les présenter à leurs étendards. Il y a une première revue qui est effectuée par le commandant des troupes, qui est le colonel Richard Helliot de la garde républicaine, et qui présentera l'arrivée de la haute autorité, donc le président de la République, à sa descente de sa voiture. Il lui présentera les troupes, pour ensuite lui présenter le drapeau, où nous entendrons la Marseillaise. L'étendard, à cette occasion, se placera à l'horizontale pour saluer le président de la République. C'est au seul président de la République que cet honneur est fait par l'emblème. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on voit bien les motocyclistes de la garde républicaine qui sont sur les flancs avec les postes de flanc-garde de chaque côté du véhicule présidentiel, qui a au fond, alors moins maintenant parce que le service de sécurité est très important autour de cette bulle, mais qui avait une vraie valeur défensive de protection en cas d'attaque par un véhicule extérieur. C'est pour ça que les motocyclistes sont sur les côtés du convoi du président de la République. Motocyclistes et cavaliers de la garde républicaine, là aussi c'est la tradition qui a été créée sous cette forme-là au moment de la Troisième République. C'est là que la garde républicaine s'est vue octroyer cette mission de grande escorte. Avec la Grande Guerre et le départ au front des unités de la garnison à Paris, on se tourne alors vers cette garde républicaine pour assurer la protection du président, et c'est depuis devenu une tradition avec ces images magnifiques. On voit quasiment plus le véhicule d'ailleurs, avec des chevaux alezans qui entretiennent la tradition équestre de l'armée française.
Ce sont des chevaux qui, peut-être vous le voyez à l'image, sont tous très grands. Ils ont 1,70 m au garrot. Et je crois qu'il n'y a que la fanfare qui est montée sur des chevaux gris. Donc il y a aussi à l'intérieur de cette unité une vraie tradition exigeante pour entretenir ce qui existe depuis toujours. Et des cavaliers de très haut niveau. On a l'impression, là, ils sont au trot, mais en réalité, c'est des entraînements quotidiens sur plusieurs chevaux par jour. Surtout sur les pavés. Et sur les pavés, c'est loin d'être évident. On a déjà vu lors de cérémonies des chevaux qui ont glissé. Vous le rappeliez, la garde républicaine a à la fois un rôle de protocole dans les cérémonies pour le président de la République et donc cette grande escorte, mais également des missions opérationnelles de protection des différents sites de la République, également l'Élysée, mais également des missions en Outre-mer de protection du territoire. Il remplit à la fois sa mission ici à l'écran, d'apparat et de protocole et de défense du véhicule du président de la République. Et le dispositif motocycliste que nous voyons autour du véhicule se surnomme d'ailleurs la cage. La cage, afin de mettre en cage le véhicule pour être certain que personne ne puisse rentrer dans la cage et n'est pas en sortir. Le véhicule maintenant est blindé aussi du président de la République, donc c'est une double cage. Nous voyons à l'écran la fanfare en tête de l'escorte et les deux chevaux gris que vous évoquiez, qui sont les chevaux gris des timbaliers que nous voyons de part et d'autre du trompette-major qui est à la fois commandant d'unité et leader de la fanfare. Alors, vous parliez des critères tout à l'heure. Moi, j'aime bien les anecdotes. C'est ça aussi qui fait l'histoire. Là, c'est carrément une norme. Les chevaux, ils doivent être de 165 cm au garrot à 3 ans minimum. Sinon, ils ne peuvent pas faire partie de la garde républicaine. Et puis, il y a aussi ce casque, on vous en parle à chaque fois, ce casque d'acier chromé qui raconte là aussi l'histoire, puisque c'est celle des cuirassiers qui veillaient à la sécurité de Paris. La garde républicaine ayant été la garde républicaine de Paris jusqu'en 1978. Ils étaient aussi envoyés à la guerre pendant 14-18. Le président me dit qu'il y a eu des femmes. Il y en a eu, on n'en voit pas à l'écran, mais je pense qu'il y en a également. Il y en a. Non, mais je ne connais pas le nombre exact. Donc à la suite de l'arrivée du président et des honneurs rendus au président de la République par le drapeau et vice-versa, il y aura une revue des troupes qui sera effectuée à bord du commande-car, le VLRA, le véhicule léger de reconnaissance et d'appui. Et lors de cette revue des troupes, vous verrez l'ensemble des emblèmes et des étendards des différentes unités qui sont autour de l'Arc de Triomphe s'abaisser également au passage du président de la République, ainsi que toutes les troupes, tous les soldats, les aviateurs et les marins autour de la place, regarder droit dans les yeux l'autorité qui les passe en revue, à la fois pour, de leur côté, leur montrer leur respect et pour le président de la République également. Et vous voyez que la crinière des membres de la fanfare est rouge, noire et rouge pour être exact. Ça aussi, c'est une explication parce que sur le champ de bataille, il devait être visible pour communiquer les ordres aux soldats. Car la fanfare a également une vocation d'escorte, bien entendu, mais c'est un héritage des fanfares que l'on trouvait sur les champs de bataille. Donc les instruments que la fanfare utilise sont des instruments dits d'ordonnance, sans piston, des instruments naturels. Tout est fait au souffle et à l'expertise musicale des musiciens, afin de pouvoir donner des ordres sur le terrain. Alors, on ne le voit pas, mais il y a aussi des touristes et des Parisiens, sans doute, qui sont venus assister, comme chaque année, aux cérémonies du 8 mai, parfois en famille, avec ce beau soleil. C'est aussi l'occasion de venir regarder une belle tradition. Cyril Adrien-Selman, vous êtes, je crois, avec deux jeunes qui sont venus sur les Champs-Élysées. Oui, on est là à quelques mètres de l'Arc de Triomphe, sur l'avenue Marceau, et on vient de rencontrer deux Parisiens et leurs deux enfants qui sont venus en fait pour observer de loin cette cérémonie. Est-ce que je peux vous demander pourquoi est-ce que c'était important de venir ce matin ?
C'était important de montrer à nos enfants voilà, ce que ça représentait aujourd'hui. Et puis ils sont très très intéressés par les uniformes. Donc à chaque fois, c'est un carton plein pour eux de venir observer les marins, les militaires, l'armée de l'air. Enfin voilà, donc on est très contents de leur montrer ça. Il y a, je crois, l'école des Mousses, il y a l'école polytechnique qui est également présente. Monsieur, c'est pas la première fois que vous venez, vous me disiez. Non. Pourquoi aujourd'hui c'est important pour vous ? Parce que c'est important de se rappeler tous les événements qu'on commémore aujourd'hui et de se rappeler que c'est grâce à l'armée qu'on est là où on est aujourd'hui. Donc c'est important de commémorer ce qui s'est passé il y a des dizaines et des dizaines d'années. Est-ce que le contexte international actuel vous guide aussi de venir, je pense au Moyen-Orient, je pense à la guerre en Ukraine, je pense à la France qui est engagée de façon défensive, notamment près du détroit d'Ormuz avec le Charles de Gaulle. Ouais, on voit qu'il y a plein de défis aujourd'hui et qu'il faut rester fier d'être français et garder ce pouvoir qu'on a aujourd'hui, que la France a aujourd'hui, et essayer de le conserver. C'est grâce à nos armées et merci. Merci à vous en tout cas d'avoir répondu à nos questions ce matin et bonne cérémonie du coup à vous. Voilà, budget de 60 milliards d'euros, puisqu'on évoquait la défense pour nos armées cette année. Le général Mandon, derrière le président de la République, qui est le chef d'état-major des armées, avec le Premier ministre Sébastien Lecornu et la ministre des Armées et des Anciens Combattants, Catherine Vautrin. Le président de la République, chef des armées, qui, aux côtés du chef d'état-major des armées, prend donc place à bord du véhicule militaire. Voilà, fabrication française à Saint-Nazaire, on le rappelle chaque année, qui est un véhicule robuste qui équipe l'armée française sur les terrains de guerre depuis maintenant plus de 30 ans. Nous voyons pendant cette revue-là l'école polytechnique, qui est après les 2 régiments d'infanterie de la garde républicaine, qui ouvre cette revue. Donc école d'ingénieurs, mais école militaire en premier lieu. Ensuite, c'était l'académie militaire de la gendarmerie nationale, qui forme les officiers et les cadres de la gendarmerie nationale. Ensuite, nous retrouverons les 3 écoles d'officiers des 3 armées, l'académie militaire de Saint-Cyr, l'école navale, ainsi que l'école de l'air et de l'espace. On a une pensée particulière pour nos marins, puisqu'on célèbre cette année les 400 ans de la Marine nationale. Après les écoles d'officiers, nous passons devant les écoles des sous-officiers, donc une école de gendarmes de Châteaulin. Ensuite, les écoles de sous-officiers des 3 armées, l'école de formation des sous-officiers d'active de Saint-Mexan pour l'armée de terre, l'école de Mestrance pour la marine nationale, basée à Brest. Et enfin, l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace, basée à Rochefort. Pour la marine nationale, les sous-officiers de la marine nationale sont nommés les officiers mariniers. Ils sont formés à être chefs d'équipe, techniciens, chefs d'équipe,
chefs de section sur le terrain et pour mener les opérations. Et enfin, les écoles militaires techniques, donc l'école militaire préparatoire technique pour l'armée de terre, formant les techniciens qui ont, à partir de 16 ans, qui ont vocation soit à s'engager en tant que sous-officier, soit en tant que militaire du rang. Donc, dès 16 ans, et leur formation leur permet d'obtenir un bac professionnel ou technologique. Donc, on a l'école, le MPT pour l'armée de terre, l'école des mousses pour la marine nationale, et l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace pour l'armée de l'air et de l'espace. Voilà, c'est important la mise en avant de ces écoles parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le changement de dimension de la menace, l'armée a un sujet de recrutement. Réussir à attirer de nouveaux engagés, de nouveaux soldats et de les pérenniser aussi dans le temps. Ils re-signent pour 3, 5 ans et qu'ils s'engagent pour une longue période parce que former aujourd'hui un militaire avec des métiers de plus en plus techniques, ça coûte de plus en plus cher évidemment. Donc l'enjeu du recrutement est un enjeu important. Et puis il y a le service militaire volontaire dont on a eu les premiers chiffres par le chef d'état-major de l'armée de terre. Plus de 2400 déjà demandes d'engagement. C'est à peu près le volume qui avait été imaginé pour cette première année. Le service national qui débutera pour sa première échéance en septembre. Donc 10 mois engagés au sein des armées, 1 mois de formation, 9 mois au sein des forces, dans les 3 armées. 3000 jeunes cette année de 18 à 25 ans, répartis dans les 3 armées. Il faut savoir que ces jeunes-là, après leur formation, seront postés en fonction de leur appétence. Il y a bien sûr plus de postes ouverts que d'appelés, sur ces 3000 jeunes qu'il y aura dès la rentrée, pour pouvoir justement répondre aux aspirations de ces jeunes-là. Ces jeunes d'ailleurs qui peuvent, pour cette année de césure d'1 an, s'inscrivent totalement dans leur parcours universitaire car elle est prise en compte par leurs écoles ou par leur métier pour pouvoir effectuer cette expérience qui... Voilà, le chef de l'État qui va raviver la flamme du soldat inconnu, le cœur de la garde républicaine à gauche, les chefs d'état-major à droite et les représentants des différentes associations d'anciens combattants qui sont tout autour de cette tombe du soldat inconnu. Repos. Détachement interarmé. Garde à vous. Présentez. Aux morts.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, j'ai féroces soldats, ils viennent jusque-là, égorger nos fils, nos compagnes, nos âmes citoyens, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang impur à preuve oscilleront. Reposez. Arme. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tireurs à la balle et au couteau, suez vite. Oh, et saboteurs, attention à vos fardeaux, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les choses réunis font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous marchons et nous tuent, nous crèvent. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sous les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Repos. Cette séquence d'hommage a été terminée par le chant des partisans. Et il résonne particulièrement, car on évoquait tout à l'heure l'un de ses auteurs, qui était à la fois grand reporter et écrivain, donc Joseph Kessel, qui a à la fois couvert le procès de Nuremberg, mais qui, avec Maurice Druon, a écrit les paroles de ce chant des partisans à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. On voit ici le président saluer les membres du comité de la Flamme. Donc, ce sont les personnes, les bénévoles de ce comité, sous les ordres du général de Saint-Chamas que nous voyons les présenter, qui sont en charge de raviver tous les soirs à 18h30, sans exception, la flamme du soldat inconnu.
que leur rendre hommage lors de ces cérémonies nationales diffusées sur France 2 pour leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour honorer cette flamme. On entend la marche de la 2e DB en arrière-fond musical. La 2e DB qui est l'unité qui a notamment libéré Paris et ensuite Strasbourg et entré en Allemagne avec le général Leclerc à sa tête. Président de la République, il salue même les équipes techniques, voilà, qui vous permettent de suivre en direct ces commémorations du 8 mai 1945. Voilà, les membres du comité de la Flamme, on l'évoquait tout à l'heure avec vous, lieutenant-colonel. C'est vrai que chaque soir, à 18h, c'est le même cérémonial. Des étudiants, des jeunes, des associations sont invités tous les soirs à venir participer à ce ravivage de la flamme. Exactement. Qui ne s'est jamais éteinte, y compris d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Y compris pendant, par exemple, la dernière période qui nous a empêchés de sortir, mais pendant la période de confinement, la flamme a été également ravivée. Et nous avons autour de la flamme, justement, des porte-drapeaux qui sont aussi les garants de ce souvenir pour des unités, des associations d'anciens combattants, de blessés de guerre, de pompiers volontaires. Toute unité, équipe qui se bat, protège les Français, que ce soit sur le territoire ou à l'étranger. On a ces porte-drapeaux qui honorent leur mémoire. On les trouve à la fois lors de ces cérémonies nationales, mais pour chaque cérémonie du ravivage de la flamme, et bien entendu dans chacune des villes, des villages de France pour ces cérémonies d'hommage, de commémoration. S'il y en a de prévus dans vos villes et villages cet après-midi, allez à la rencontre de ces porte-drapeaux, allez à la rencontre des forces armées de votre région, département, ville, pour pouvoir communier autour de cette prière laïque, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, de cette 500 cérémonie associations. J'étais en train de retrouver le chiffre, le comité de la flamme, ce sont 500 associations voilà, qui a été créé, vous l'évoquiez, en 1923, avec ce rôle de rendre hommage à la tombe du soldat inconnu. Et c'est Jacques Péricard qui prononça le célèbre « Debout les morts », qui créa à l'époque ce comité de la flamme sous l'Arc de Triomphe. Profiter pour saluer le Souvenir français qui est très actif dans ces cérémonies, mais aussi dans l'entretien des tombes des morts pour la France qui ne reposent pas dans les nécropoles nationales, qui elles sont entretenues par l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Mais pour les tombes qui sont dans des cimetières communaux, c'est en effet le Souvenir français qui a pour mission d'entretenir les tombes et aussi d'avoir des drapeaux lors des cérémonies. Il faut penser, pendant les images que l'on voit, que dans chaque village et ville de France, une même cérémonie se tient, en présence du maire, souvent des écoles. Il y a souvent une forte mobilisation. C'est le moment de créer des événements. On peut citer l'inauguration de nouvelles plaques pour les monuments aux morts, puisque tous les morts pour la France de la Seconde Guerre mondiale n'ont pas encore été recensés. Et c'est le cas aujourd'hui dans certains villages où on assiste à ces inaugurations. On parle des symboles, je voudrais en profiter pour dire comme à chaque fois un petit mot du bleuet qu'on porte tous au revers de la boutonnière, le bleuet de France, fleur du symbole de la mémoire et de la solidarité aux anciens combattants, aux victimes de guerre et aux veuves et orphelins et aux victimes du terrorisme depuis maintenant quelques années. C'est un symbole que le président de la République demande de porter aux Français à l'occasion de 4 périodes et dates. Les 2 périodes du 1er novembre au 11 novembre, du 1er mai au 8 mai, de porter ce bleuet en l'honneur des morts pour la France. Également lors du 14 juillet,
mais également lors du 11 mars, qui est la date pour les victimes. On avait terroristes. célébré l'an passé les 80 ans de la création du Bleuet, puisque l'idée avait été lancée en 1916 par deux infirmières, Charlotte Malter et Suzanne Lénart, à l'Institut national des Invalides, qui ont eu l'idée de confectionner aux pensionnaires blessés et mutilés de guerre ces bleuets en tissu et de les vendre dans la rue pour occuper les anciens combattants et évidemment récolter des fonds. Donc aujourd'hui encore, vous pouvez donner des fonds pour venir en aide aux Bleuets de France et à travers ces bleuets aux victimes du terrorisme et aux familles des militaires blessés ou tombés au combat. Oui, c'est une œuvre nationale qui est sous la tutelle de l'ONAC VG, comme que vous évoquiez juste avant. Et elle n'obtient ses fonds que par les dons et le mécénat au profit des victimes, des anciens combattants, des blessés, également des victimes de terrorisme, comme nous l'avons évoqué. On a une ambassadrice célèbre ici à France Télévisions, c'est Maryse Burgot, avec Franck Leboeuf, l'ancien champion du monde 98, avec l'équipe française de football. Alors on voit que parmi les drapeaux, il y a pas seulement des unités militaires, mais on a aussi des associations. Là, on voit des drapeaux d'associations de résistants et de déportés, qui eux aussi participent très largement à entretenir la mémoire, mais aussi à faire des actions avec les classes. C'est le cas de l'association des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, mais aussi de l'UNADIF, de la FNDRP. Toutes ces associations, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont d'abord aidé les déportés quand ils sont revenus des camps, et puis se sont ensuite dirigés vers des actions mémorielles et pédagogiques. Bien sûr, dans ces associations, vous voyez que les porte-drapeaux, il y en a certains qui portent des médailles, ce sont des anciens militaires ou des blessés, mais ce statut de porte-drapeau est également pour leurs associations et n'est pas réservé qu'aux anciens militaires. C'est bien entendu n'importe quelle personne qui souhaite s'engager en mémoire de son association ou honorer les anciens combattants, les blessés, les pompiers volontaires, peut s'engager dans l'association de son village, de sa ville, et même devenir son porte-drapeau si cet engagement est vôtre. Il y a même une vraie demande de la part des associations de recruter des jeunes porte-drapeaux, parce qu'on voit qu'un certain nombre de ces porte-drapeaux sont assez âgés. Et c'est un travail finalement bénévole, mais très fatigant, parce que par tous les temps, ils sont dehors avec leur drapeau. Et donc les jeunes sont toujours bienvenus pour reprendre le flambeau. On va évidemment garder un œil sur ces images en direct. Vous restez bien sûr avec nous. On va aussi revenir sur cette liesse qu'on évoquait tout à l'heure des Français du 8 mai 1945 et entendre la parole et les souvenirs de ceux qui ont vécu le débarquement, l'arrivée des soldats américains, la libération des villes françaises. Ils se souviennent et nous racontent au micro de Anne Guéry et Mathieu Drejoux. La division Leclerc entre dans la capitale par la porte d'Orléans et la porte de Saint-Cloud. Je m'appelle René Gonin, j'ai 105 ans et j'avais 24 ans au moment de la libération de Paris. Quand les troupes ont commencé à défiler, ils étaient dans des tanks et les tanks portaient le nom de provinces françaises. Alsace, Lorraine, Normandie, Bretagne, etc. Et donc on applaudissait à tout rompre. D'un seul coup, il y a eu une salve de tirs, c'était des snipers. Embusqués sur les toits, quelques tueurs, allemands ou français, mais tous hitlériens, ont tiré sur le peuple de Paris, lâchement, en assassins par pure haine de sa joie. À côté de la préfecture de police, comme l'armée Leclerc, qui sont intervenus
directement, ils ont stoppé. Tout le monde criait, oui, oui. Le soir, les gens ne pouvaient plus parler. C'était l'extinction de voix. Je m'appelle Edmond Baès, j'ai 90 ans. À la Libération, j'avais donc 10 ans. Les chars Sherman déboulent plus qu'ils n'arrivent à Reims. Les Américains sont arrivés avec les jeeps et tout. Tout le peuple rémois, ils étaient joyeux, ils étaient heureux. Tout le monde était content de enfin libre, enfin libéré. Enfin, on va pouvoir manger tranquille sans avoir nos petits billets, nos petits tickets. On pouvait sortir, qu'on pouvait faire, qu'il n'y avait plus de couvre-feu, qu'il n'y avait plus rien, qu'on était tranquille. On entendait de la musique jazz avec leur voiture, ça fait partout. Ils se promenaient, ils sifflaient et tout. Et on était quand même moins rassurés avec les Américains, nous les jeunes filles. Ils étaient gentils, attention, il ne faut pas dire. Mais les sifflets, devant des femmes, ils étaient quand même, ils étaient trop contents de voir des belles Françaises. Je m'appelle Philippe Le Turc, je vais bientôt avoir 89 ans, et au moment de la 44-45, j'avais 8-9 ans. Je vivais à Loris, qui était une petite ville à 50 km d'Orléans, c'était une petite ville rurale. Le 22 août 1944, des chars sont passés à Loris, c'était les colonnes de l'armée patronne, mais qui venaient de Normandie, qui devaient contourner Paris par le sud. Là, c'est la place de Loris, c'est là où j'habite. On voit que les gens s'agglomèrent auprès des Américains qui passent. Avec mon papa, au bout de la place, on leur portait des paniers de fruits. Ils étaient contents, ils nous donnaient des bonbons, des chewing-gums, ils lançaient ça. Ça a été la découverte. Ah oui? On appelait ça des chewing-gums. Des chewing-gums, on n'arrivait pas à prononcer ce... Vous saviez comment le manger ou mâchouiller? Bon, on a vite appris. 10 semaines après le débarquement de Normandie, le jour le plus long commençait pour la Côte d'Azur. Ça bombardait sur la côte. Hein. Et de là, avec ma mère, on est parti au village voisin, à Mons, à 800 mètres d'altitude. Et là, il y a eu la libération. Je m'appelle André Perrault-Collomb, j'ai 92 ans et demi. À la libération, j'avais 13 ans. Je sortais de chez moi et je me promenais dans le village. J'ai vu des Américains partout, des militaires. Moi, je les regardais, je les trouvais trop beaux. Je me sentais libre, libre, libre. Faire ce qu'on voulait, allumer la radio, pas se cacher. Là, on allait danser. On faisait la danse atomique. C'était quoi la danse atomique? C'était un bikini que la bombe partit. Et on sautait en l'air. C'est encore les Américains. J'ai beaucoup aimé les Américains. Beaucoup. C'est dur de tout raconter, évidemment, en 5 minutes, mais on passe par toutes les émotions parce qu'il y a les horreurs de la guerre, mais il y a aussi ce quotidien qui est bouleversé au moment de la libération, pendant l'occupation. On a entendu ces propos de Français à Annette Je crois Vivorca. quand même qu'on est le 8 mai, donc il faut bien voir qu'il y a 8-9 mois qui séparent cette grande joie de la libération, le territoire dans son immense majorité, je n'oublie pas les poches, hein, est libéré... août-septembre 1944. Mais pendant ce temps-là, il y a ce que le ministère des Freinet, d'Henri Freinet, appelle des prisonniers déportés, réfugiés, appelle les absents. Et il y a encore dans les stalags, les oflags, les camps de concentration, les usines allemandes, à peu près 1 million de prisonniers de guerre, à peu près 750 000 de requis du service du travail obligatoire, et peut-être 40 ou 50 000 survivants des camps de concentration et des centres de mise à mort qui ne sont pas rentrés. Donc je crois qu'il y a un décalage entre cette immense joie de la libération, immense, qu'on voit partout, et dont on se rappelle, et ce qu'un historien a appelé une immense joie pleine de larmes du 8 mai,
parce que en 8 mois, il y a d'abord eu toutes les difficultés, le rationnement, enfin l'état exsangue de la France, et puis toutes ces familles qui attendent le retour de ce que le ministère va appeler d'un terme générique les absents. Donc je crois qu'il y a ce décalage-là qui est quand même très important. Oui, et sans doute une tendance avec le temps à ne retenir que ce qui est positif. Après tout, c'est extrêmement humain, mais c'est vrai que cette dame qui dit du jour au lendemain, on a pu manger à notre faim, ça n'est pas tout à fait exact, puisque les tickets de rationnement ont duré jusqu'en 1947. Et puis, il y a tous ces absents. Rappelons aussi le sort des soldats incorporés de force, qui sont faits prisonniers par les soldats alliés, qui vont se retrouver en prison à Tambov jusqu'en 55 pour le dernier. Donc on a toute cette réalité. Et puis plusieurs femmes ont évoqué le rapport avec les soldats américains. De récents travaux historiques ont montré les problèmes qui étaient nés de cette libération par les Américains, notamment vis-à-vis des femmes, les cas de viol qui ont eu lieu, et puis les bombardements qu'on a évoqués. Donc je ne veux pas du tout noircir le tableau, mais enfin néanmoins... Et l'épuration. Et l'épuration. Et l'épuration qui a été en plusieurs temps. Donc au début, même si les historiens aujourd'hui minorent les chiffres qui ont été donnés, mais il y a quand même eu un peu d'épuration rapide, sauvage. Sauvage et pas forcément en direction des personnes qui avaient le plus collaboré, alors que d'autres qui avaient peu collaboré. Et des cours martiales qui ont été très très rapides, peu martiales et rapides, avant que s'installe la vraie épuration judiciaire qui a abouti, puisqu'on parlait de Nuremberg, à un certain nombre d'exécutions, Laval, et puis, puisque ça a été l'objet de grands débats ces derniers jours, de Lucher, qui est un des 4 écrivains, Jean Lucher, au cinéma par Jean Dujardin, dans Le Rayon et les Ombres, qui a été un des condamnés à mort et exécuté. Ces images incroyables du 8 mai 45 qu'on découvre ici, qui passent à l'écran là pendant que vous parliez les uns et les autres. Incroyable ferveur tout de même ce 8 mai 45, au moment où les cloches de Notre-Dame de Paris résonnent pour annoncer la capitulation de l'Allemagne nazie. Capitulation, on le répète encore, sans condition, c'est-à-dire que les nazis ont perdu la guerre et le reconnaissent comme tel. Et le sort de l'Allemagne n'est pas réglé. Comme l'histoire continue, 46, mars 46, le fameux discours de Churchill, le discours de Fulton, le rideau de fer s'est battu sur l'Europe. Et c'est ça qui va ralentir beaucoup la justice, puisque les Alliés vont décider qu'il faut reconstruire... Et évidemment, qui était pas mal de personnes au procès de Nuremberg. On sent très bien, il y a quand la on joie, regarde, c'est qu'au début, tout roule bien, les choses sont faites sérieusement, et peu après, vous dites que les gens commencent à s'ennuyer, puis on commence à se demander si c'est vraiment le sujet, et c'est ce qui est en train de se passer dans les autres pays, et les tensions qu'il peut y avoir au moment de la guerre froide ne vont pas totalement détourner l'attention, et qu'on ira pas jusqu'au bout. Et d'ailleurs, puisque au cours du procès de Nuremberg sortent, je parle sous votre contrôle, un certain nombre de choses comme le pacte germano-soviétique, c'est-à-dire le fait et les clauses secrètes qu'il y avait eu entre les Allemands et les Russes, et l'histoire du procès de Katyn, qui fait qu'en fait l'histoire officielle des Russes qui nous a été infligée ou donnée par le Russe et le Parti communiste est en partie fausse, et qu'à ce moment-là, les choses, on a peur qu'elles se détournent de l'objectif initial. Rappelons que Katyn a été un massacre des officiers polonais par l'armée soviétique. Pendant la guerre, et les soviétiques ont mis ce crime sur le dos des nazis. Changé la date C'est-à-dire que ça a été... Dans l'acte d'accusation, on accuse les Allemands de Katyn. Et c'est les soviétiques qui mettent ça dans le procès. Bien sûr. Mais malgré tout, dans le procès, la lumière sur Katyn est faite, puisqu'il y a 3 témoins, enfin 3 et 3, et ça disparaît du jugement. Mais il faut attendre la chute de l'Union soviétique pour qu'on retrouve le document signé de la main de Staline. On évoquait le retour, vous en parliez très justement, Annette, le retour des déportés, des soldats français qui avaient été faits prisonniers, parfois même au premier jour de la guerre. Et puis, il y a aussi des hommes qui vont mettre du temps à rentrer. C'est le fameux bataillon qui a été de nombreuses batailles de la France libre, le bataillon du Pacifique, qui avait engagé des jeunes hommes de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, des Nouvelles Hébrides, qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle, le bataillon du Pacifique qu'on va évoquer avec
on voit cette image, regardez, de leur retour, avec ce navire plein à craquer et les familles et les proches qui les attendent sur le quai. On va revoir ces images avec Paul-Luc Monnier et Océane Labalette qui ont retrouvé certains de leurs descendants. C'est là aussi très émouvant. C'est l'histoire d'une odyssée oubliée. Aucun d'eux ne savait, pour certains, où était la France, qu'est-ce qu'était la France. Une épopée, partie de Nouvelle-Calédonie pour combattre les nazis. La mère patrie était en danger, ils ont entendu l'appel du général de Gaulle et ça les a motivés. C'était le bataillon du Pacifique. Dans les années 40, Cyprien Kawa n'était pas né, mais il va nous raconter. Donc là, on est devant la tombe du grand chef Kawa Braino Cyprien, mon grand-père. Un grand-père volontaire, avec des Calédoniens, des Tahitiens et des engagés du Vanuatu. C'était quelqu'un qui était très engagé, heureux d'aller montrer à son peuple et puis montrer à la France qu'il allait pour mourir pour ce pays-là. Dans ses valises, les archives. Celle d'un instituteur. Voilà, vous avez Kawa Braino Cyprien. La France et le monde libre, chevillés au cœur et au corps. Débarquement à Sydney le 6 mars 1943. Débarqué à Suez le 5 mai 1943. Débarqué à Naples le 20 avril 1944. Débarqué à Cavalère le 17 août 1944. Vous êtes fier? Fier de lui, fier de ce qu'il a fait et puis de son engagement. Les volontaires de Nouvelle-Calédonie étaient Kanaks, mais aussi Caldoches, descendants de la colonisation européenne. Voici Jean-Michel Porcheron. Son père s'était engagé, en famille. Voilà mon père, Willy Porcheron, et mon oncle, Charles Porcheron. Charles était assez strict. Même avec son frère? Même avec son frère, oui, oui. Bah là, ils s'embrassent pas, hein. Ils se serrent la main. Hein. Destin héroïque, mais destin tragique, ici en Provence. C'est à cet endroit-là que mon oncle a été tué, le 23 août 1944. Un traumatisme pour son père. Il voulait à tout prix retrouver l'endroit. Il voulait à tout prix. Il n'a pas eu cette chance. Il est mort en 1980 et moi je l'ai retrouvé 5 ans après, en 1985. Et j'y retourne. J'y suis de retourner 2 fois. Un besoin. Un besoin. Un besoin de mémoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 72 Calédoniens sont morts, 137 ont été blessés, à 17 000 kilomètres de chez eux. Et aujourd'hui, il n'y a aucun survivant de ce bataillon du Pacifique. Oui, qui a participé à des grandes batailles françaises libres, notamment à Bir Hakeim. Hein. Donc c'est un bataillon avec une histoire héroïque. Dans le désert libyen. Le dernier des survivants est mort fin 2023. C'était un Tahitien qui s'est éteint dans le Calvados. Il n'avait que 16 ans quand il s'est engagé. Le voici ici à l'image. C'est vrai qu'Annette Vivorca, on a moins parlé de ce bataillon du Pacifique. Je dois avouer mon ignorance. C'est vous qui me faites découvrir ce bataillon. Eh ben, c'est avec plaisir qu'on vous fait découvrir encore des choses sur cette page d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Avec toujours ces images ici du président de la République qui est à l'Arc de Triomphe et qui salue les officiels présents. Oui, il s'agit des hautes autorités militaires. On a en tête, il y avait le chef d'état-major des armées, le général Mandon, et à ses côtés, le général Vincent Giraud, qui est le chef d'état-major particulier du président. Donc ce sont ses 2 plus proches collaborateurs. Et par la suite, on a les différents chefs organiques des armées, donc les chefs d'état-major. Le général Pierre Schill pour le chef d'état-major de l'armée de terre, actuellement à l'image, salué par le président. Il s'agit de l'amiral Nicolas Vaujour, le chef d'état-major de la Marine nationale. Qui a dans son commandement la flotte aéronavale qui est déployée en ce moment au large du Moyen-Orient. Exactement, comme le général Pierre Schill a ses soldats déployés en Roumanie par exemple. Ici à l'image, le général Jérôme Bélanger
chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, qui a actuellement aussi ses aviateurs déployés aux pays baltes, au Levant, pour protéger les frontières du flanc Est et également assurer la défense et les accords de défense avec nos partenaires. À l'image, le directeur général de la gendarmerie nationale, Hubert Bonneau. Paris. Et enfin, à l'image, nous voyons le général Loïc Mison, qui est le gouverneur militaire de Paris. Il assure à la fois le rôle opérationnel de la défense de l'empreinte territoriale de Paris et des forces armées qui sont mis sous ses ordres dans cette zone-là, mais également il est responsable d'organiser ces cérémonies nationales, dont le 14 juillet est bien entendu la plus importante. On annonce d'ailleurs cette année un 14 juillet particulièrement conséquent, avec un nombre record de défilants et de véhicules. Est-ce que vous avez des informations, lieutenant-colonel, à ce propos? Je n'ai pas d'informations, car ça n'a pas été encore communiqué, et je crois que le ministère va bientôt en parler. Mais ce qui est évident, c'est que le contexte actuel, un contexte de guerre à la fois au Moyen-Orient et à la fois en Ukraine, impose que la France, par son statut de puissance mondiale, puisse aussi également démontrer son engagement et ses forces. Par ailleurs, on le sait, Emmanuel Macron ne veut pas spécialement soigner sa sortie, mais il songe quand même, et à sculpter, comment dire, une image, même s'il y a des possibilités ou des ambitions de revenir un jour. Et le 14 juillet, avec finalement ce qui lui reste un peu comme pouvoir, c'est-à-dire le fait que ce soit surtout chef des armées ou une petite puissance à l'international, avec plus de faiblesse sur le territoire national, veut qu'il souhaite donner un faste particulier et montrer qu'il a pesé sur un certain nombre de conflits depuis ces 2 mandats. Donc ça sera particulièrement marquant normalement, en tout cas c'est voulu comme tel. Avec l'annonce possible de représentants des pays alliés à la France. On suivra ça dans les prochains jours. On voyait tout à l'heure ces images de célébration le 8 mai 1945 à Paris, jour de la capitulation et de la victoire des Alliés, 4 mois après la fin des combats en Europe. Regardez ces autres images, ces scènes de liesse, cette fois aux États-Unis. C'est le jour où le Japon capitule officiellement. Nous sommes le 2 septembre 1945, ce qui met fin au combat de la Seconde Guerre mondiale. Et là aussi, un procès pour l'histoire va se tenir. Ce sera le procès de Tokyo qui s'ouvre le 3 mai 1946. 11 juges représentant 11 pays, dont Henri Bernard, qui est le représentant à l'époque de la France. Sur le banc des accusés, il y a 28 personnes, les gros poissons, comme on les appelle à l'époque du régime, pour reprendre l'expression du général MacArthur. On va regarder l'ouverture de ce procès en images et puis on en dit quelques mots après. 3 mai 1946. Première séance publique du procès. Les accusés arrivent dans un bus aux vitres occultées peu avant 9h du matin. Naturellement, les caméras sont là pour fixer leurs visages faussement impassibles, qui seront exhibés aux actualités. Ils sont 28, 7 de plus qu'à Nuremberg. Cela suffira pour juger la clique militariste. Il faut bien faire un choix et se limiter à quelques big fish, selon l'expression de MacArthur. Sur la désignation des accusés, je dois t'avouer que je suis un peu circonspect. Non pas que ce soit de petits innocents au cœur pur, mais qui les a choisis? Et sur la base de quelle instruction? On ne sait rien, et ils n'en savent pas plus. Le tribunal militaire international d'Extrême-Orient se réunit dans un lieu hautement symbolique, l'ancien quartier général de l'armée japonaise. On jugera donc la guerre là où elle a été décidée. Le bâtiment a été réaménagé
et la salle d'audience, copiée sur celle de Nuremberg. C'est une sorte de rectangle avec une longue estrade réservée aux juges. Devant eux, les accusés avec leurs avocats, un avocat japonais et un avocat américain pour chaque prévenu. Au milieu, un petit box où défileront témoins et accusés. Voilà pour ces images. Frédéric, le documentaire est d'ailleurs à retrouver sur notre plateforme France TV, procès de Tokyo, le Nuremberg oublié. C'est vrai que c'est un peu ça, hein, c'est le Nuremberg oublié, ce procès de Tokyo. C'est le procès de Nuremberg, enfin de Tokyo, Nuremberg oublié. On voit hein, sur les images qu'il y a une volonté de reproduire ce qui s'est passé à Nuremberg, dans la mise en scène, dans le choix aussi des personnes accusées. Alors, on dit gros poisson, oui et non. C'est vrai que le Premier ministre Tojo va être condamné à mort hein, pour crime de guerre. Mais il y a un grand absent de ce procès, un peu comme à Nuremberg, c'est-à-dire qu'on n'a pas la tête de l'État. C'est-à-dire que l'empereur Hirohito, lui, n'est pas placé au rang des accusés à la demande spécifique des Américains. C'est vrai que l'empereur, dans la littérature de post-conflit, est épargné de toutes parts. Voilà, la différence, c'est que Hitler et Goebbels sont morts, alors que l'empereur est bien vivant. Je pense qu'il faut avoir vraiment à l'esprit la chronologie. Le procès de Tokyo commence en 1946, c'est déjà la guerre froide. Il va durer, je crois, 3 ans. Il va être interminable. Et entre-temps, il y a le début de la décolonisation, la guerre froide, le début de la décolonisation. Et on ne va jamais réussir à faire autre chose que la question du crime contre la paix. Dans ce sens-là, c'est comme une caricature du procès de Nuremberg. Et s'il est oublié, c'est qu'il a été moins efficient que celui de Nuremberg. C'est pas simplement parce que c'est l'Asie. Alors, on en parlera, on aura l'occasion d'en reparler. C'est à retrouver donc ce documentaire événement. C'est pour ça qu'on voulait vous en dire un mot sur les antennes de France TV. On va se retrouver tout à l'heure pour le journal de 13h et on reviendra sur ces commémorations. Merci infiniment à tous les 4 de m'avoir accompagné, d'avoir accompagné nos téléspectateurs pour cette matinée de commémoration. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, on retrouve votre jeu et puis moi je vous donne rendez-vous pour le 13h. À tout à l'heure.